Connaissons tous nos bases de la physique, notamment les 3 états de base de la matière, solide, liquide et gazeux. Mais saviez-vous qu'il en existe d'autres? L'état solide est l'état où les molécules sont fortement liées les uns aux autres, ce qui lui donne une forme et un volume. Elle peut donc être prise en main. L'état liquide, tant qu'à lui, est un état où les molécules sont de moins en moins liées les uns aux autres. Donc, cette matière tend à couler. Donc, elle passe entre les doigts. Et nous avons la troisième qui est le gazeux, les gaz. Les gaz, eux, c'est l'état de la matière où les molécules sont pratiquement non liées les uns aux autres. Donc, elles peuvent se déplacer de façon complètement autonome. Ce qui forme des nuages est bien souvent transparent. Pourquoi transparent? Tout simplement parce que les photons, particules de lumière, frappent de moins en moins de molécules, car les molécules sont de plus en plus distants les uns des autres, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de réfraction luminique, ce qui rend les gaz beaucoup moins visibles que les liquides et les solides. Il est donc aisé de penser que ce sont les seuls et uniques états de la matière. Mais non, détrompez-vous. Il y a aussi le plasma, les superfluides et tout dernièrement, les liquides à spin quantique. Ces états étant vraiment méconnus par la part des gens, je vais dédier une vidéo à chacune d'entre elles. Donc, rendez-vous lundi 20 décembre pour une vidéo sur les plasmas. Ensuite, nous irons au 27 décembre pour une vidéo sur les superfluides. Et nous finirons cette série avec une vidéo sur la petite dernière dans tous les sens du mot, et non la moindre, j'ai nommé les liquides à spin quantique. Et ce sera le 3 janvier. En attendant, abonnez-vous. Aujourd'hui, concevoir un ordinateur quantique, c'est très compliqué. Non seulement c'est très difficile à faire évoluer, mais il faut maintenir tous les composantes à des températures plus froides que l'espace interstellaire. Mais saviez-vous que des chercheurs de Stanford auraient trouvé une manière beaucoup plus simple d'y arriver? Les ordinateurs quantiques actuels utilisent des particules de molécules de gaz ou des supraconducteurs enfermés dans des cellules à très basse température, de l'ordre du 0 Kelvin, donc moins 273 degrés Celsius. Ces difficultés ont amené les chercheurs d'aujourd'hui à trouver de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes pour créer cet environnement. Du moins, travailler avec une particule ou des molécules beaucoup moins sollicitantes. Nous savons que la lumière peut amener beaucoup d'informations via la fibre optique depuis un certain temps déjà, et ce, à n'importe quelle température. Donc, beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la façon d'utiliser les photons comme nouvelles particules pour créer les tout nouveaux serveurs quantiques. Mais enfermer une particule de lumière dans une porte logique demeure quelque chose de très compliqué et de très ardu. Donc, augmenter le nombre de qubits en créant plusieurs cellules ayant chacun une molécule ou une particule de lumière, c'est toujours quelque chose de très compliqué et de très instable. Des chercheurs de l'université de Stanford auraient découvert la possibilité de manipuler un seul atome qui, à son tour, peut modifier les états des photons via un phénomène appelé la téléportation quantique. Et cet atome serait réinitialisable pour pouvoir réeffectuer son travail maintes et maintes fois. Ce qui implique qu'il n'est plus obligatoire d'enfermer des molécules ou des particules à l'intérieur de cellules
que l'on appelle les portes logiques, ce qui simplifie grandement la difficulté de créer un serveur quantique. Je ferai 2 autres vidéos sur le sujet, l'une qui sortira le 22 décembre 2021 et l'autre qui sortira le 28 décembre 2021. Je ferai aussi une vidéo sur cette fameuse téléportation quantique qui sera disponible à partir du mardi 4 janvier 2022. En attendant, abonnez-vous. Paraîtrait que le cerveau humain est régi par le théorème de Bayes, l'une des principaux théorèmes de la théorie des probabilités. Mais comment fonctionne ce théorème et surtout quelle est son utilité dans l'intelligence artificielle? Le théorème de Bayes se dit comme suit. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A et le tout divisé par la probabilité de B. La probabilité qu'il grêle, sachant qu'il pleut, est égale à la probabilité qu'il pleuve, sachant qu'il grêle, multiplié par la probabilité qu'il grêle, le tout divisé par la probabilité qu'il pleuve. Disons que la probabilité qu'il pleuve, sachant qu'il grêle, serait de 50%. Et si on prend en considération que la probabilité qu'il grêle serait de 0,005, donc 1/2%, et que la probabilité qu'il pleuve, on va dire qu'il pleut la moitié du temps. 50%. Probabilité qu'il pleuve, sachant qu'il grêle, on avait dit 50%, donc 0,5, multiplié par la probabilité qu'il grêle, donc 0,005, et le tout divisé par 0,5. Il reste 0,005. Donc 1/2% de chance qu'il grêle quand il pleut. Est-ce que cette valeur est la vérité? Le théorème de Bayes ne le dit pas. Plus la base de données sur laquelle on se base pour sortir nos statistiques, donc nos probabilités, est remplie d'événements et remplie d'informations du passé, plus les résultats seront probants. Ce qui veut dire que si vous laissez une intelligence artificielle, notamment un algorithme d'apprentissage, une learning machine, utiliser le théorème de Bayes sur toutes les bases de données sur les 1000 dernières années, il y a de fortes chances que le résultat que cet ordinateur-là sortirait serait très probant. Il paraîtrait que le cerveau humain utiliserait cet algorithme pour fonctionner. Prochaine vidéo sur ce sujet, mercredi le 22 décembre 2021. En attendant, abonnez-vous.